Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce mercredi matin, tous les matins évidemment, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe aussi sur Espace TV tous les soirs, à partir de 22h30. On parle de l'actualité dans cette émission. Bienvenue Ahmed, bonjour. Merci Lamine, bonjour. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Mohamed Djibril Camara, bonjour. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine. Voilà, bienvenue mon cher Moïse, bonjour. Bonjour. Allez, on s'intéresse à l'actualité, Ahmed, oui, hier. L'actualité justement, je vais faire aujourd'hui un peu comme Roby, parce que hier on a interrogé le ministre de la ville ici, et on a reçu assez de coups de fil, et vous vous souvenez qu'on avait parlé de cette localité au niveau donc de Koya, ou Wankifon Antenne, où il y avait assez de problèmes, où les militaires, il faut le signaler, des militaires d'ailleurs, avaient fait irruption sur un terrain de construction et avaient cassé tout, emporté également tout ce qui était sur place, ciment, brouette, et enlevé même tout ce qui était comme toi. Et les populations nous ont appelés, et il faut signaler que le préfet de Koya, le commandant Abdourahmane Keïta, est beaucoup cité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Dubreka, mais Koya aussi est en train de se faire entendre, parce qu'il est d'ailleurs même trempé dans des questions de lotissement et autres, alors que c'est pas son rôle. Donc je pense que c'est une question à laquelle on va s'intéresser. Voilà, ben pourquoi pas Ahmed, interpeller même le ministre. Bien évidemment, oui, parce qu'on doit l'inviter ici. Donc je pense que c'est l'occasion pour tous ceux qui ont des problèmes dans leurs différentes localités de nous remonter ces informations, et ensemble on verra ce qu'il faut faire. Voilà, il était d'ailleurs hier à la télévision. Dis-moi, ton micro n'est pas activé, donc ta voix ne passe pas à l'antenne. Allez, qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien que cette alerte soit lancée, parce que moi j'aimerais comprendre de façon légale, est-ce que on est obligé de quand on achète par exemple un terrain, de payer je sais pas, entre 500 et 1 million au chef coutumier, 500 000 au responsable du quartier, et 500 000 à son secrétaire général. Cela n'a rien à voir avec le travail technique que vous allez faire avec le ministère en charge de l'urbanisme. Quand vous allez là-bas, c'est une autre paire de manches. Là, les topographes vont vous siphonner complètement vos poches. Vous avez également... Il en sait quelque chose. Raconte-nous un petit peu ton aventure, s'il te plaît. Mais non, c'est pas si parce c'est que je suis un propriétaire de rien. Il doit avoir un terrain du côté de justement, voilà, comment ça s'est passé? Les grandes gueules. Je vous ai dit ici précédemment que... il doit être maltraité, Moussa Moïse. Raconte-nous un petit peu ton expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas, Tamba, je vous ai dit précédemment dans cette émission que l'un de mes parents avait 3 terrains du côté de Kenende et qu'il a perdu ses terrains parce que tout simplement il a été victime de cette arnaque dont sont responsables très souvent les chefs coutumiers. Ce sont des vieux qui sont censés être des sages auxquels on ne peut pas manquer de respect, mais je suis désolé de le dire, ils sont à la base de tous les problèmes que nous connaissons, tous les conflits domaniaux que nous connaissons, ce sont ces chefs coutumiers qui sont à la base. Et vous allez voir quand vous allez à Kenende, Dubreka, Bantama et environ, et Koya également, vous verrez que la plupart de ces chefs coutumiers, vous les verrez on me dira d'accord, c'est une vie privée, mais c'est étonnant de voir qu'ils sautent très vite dans des voitures flambant neuves. Vous voyez que le train de vie a complètement changé. C'est sur la base d'une spéculation qui se fait autour de ces domaines. Et deuxième question que je me pose, peut-être une question à laquelle pourra répondre le ministère en charge de l'urbanisme. Est-ce qu'il est permis légalement à des personnes qui ont une certaine aisance financière d'acquérir beaucoup de terrains, d'hectares, au détriment de ceux comme nous qui tirons le diable par la queue, et ces personnes souhaitent spéculer là-dessus 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui ne se dit pas, dans 10 ans, nous aurons un problème, ou dans 5 ans, nous aurons un problème, parce que vous allez voir que les terres appartiennent à un individu, à une sorte d'oligarchie. Et ce sont ces personnes qui vont spéculer sur le prix de ces terrains au détriment de ceux comme nous qui souhaitons nous débrouiller pour avoir une petite parcelle. Je pense qu'il faut que l'État réfléchisse là-dessus. Il y a des gens qui sont en train d'acquérir beaucoup de domaines, et après, ça va être énormément difficile pour d'autres citoyens de s'en sortir. Ce sont des réflexions auxquelles il faut penser. Voilà, tu veux rebondir là-dessus? En fait, c'est une autre question que je veux bien poser à Djibril et peut-être à d'autres professionnels du domaine. Ce que je ne comprends pas. Non. Mais pourquoi Djibril? Djibril parce qu'il est juriste. C'est en raison des de grandes gueules. Voilà. Merci, oui. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, en fait, il y a une chose que j'ai remarquée. J'ai envie quand même de savoir si c'est comme ça que ça doit normalement fonctionner. Lorsque
vous êtes propriétaire terrien d'un point de vue traditionnel et qu'il n'y ait pas encore eu de lotissement là-dessus. J'ai observé une pratique assez curieuse. Vous avez par exemple 22 parcelles, vous voulez procéder au lotissement de ce domaine-là, l'État vient, il procède au lotissement, mais il prélève la moitié de votre domaine. Est-ce que c'est légalement ce qui doit se faire ou c'est une invention qui permet à ces personnes-là de gagner davantage? C'est quand même une question. C'est bien de les poser. Parce qu'il y a pas mal de problèmes. Parce qu'on n'a pas de réponse là-dessus. De toute façon, le ministre, il nous a promis, il va être dans ce studio. Donc, si tout va bien, une fois qu'il aura l'autorisation du Premier ministre, c'est ce qu'il a dit hier. Peut-être Jacques. Non, pas l'autorisation, quand il aura les documents. Les documents avec le Premier ministre. Allez-y, Jacques, pardon. Oui. Moi, ce que je voudrais mentionner, il y a énormément de problèmes. Ce que Moussa est en train de dire est tout à fait vrai parce qu'il y a comme si l'État n'anticipe pas. Donc ça fait que les chefs coutumiers qui gèrent directement avec les demandeurs souvent donnent des terrains, parfois même dans les erreurs, parce que l'État vient par la suite pour dire soit ce domaine relève du domaine de l'État, ou alors il y a des problèmes même entre les citoyens eux-mêmes. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une large communication sur le foncier, qu'il y ait un travail réel pour que les gens ne tombent pas dans des erreurs. Tous les conflits domaniaux que nous connaissons, aussi bien à Conakry ici qu'à l'intérieur, tirent souvent leur origine au niveau de la méconnaissance, si vous voulez, de tous ces éléments. Si vous sortez aujourd'hui jusqu'à Koya ou alors même au-delà de Koya vers Kindia, il y a déjà des gens qui ont acheté des domaines et qui mettent des cours et qui attendent. Et le moment venu, quand c'est bizarre. Hier, je posais la question au ministre. C'est-à-dire, c'est un département à problème. Si vous vous rappelez, Mathurin, quand il était là, ce n'était pas du tout la même nomination en ce qui concerne ce département-là. Je vais le laisser parler, sinon ça va se compliquer là. Oui, mais allez-y. C'est extrêmement important. Non, mais c'est bien, c'est la question qu'il soulève. Mais ça, on ne peut pas pointer du doigt le citoyen lambda. Oui, c'est pourquoi je voulais justement. Le ministre de la Ville, pas le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Justement, c'est pourquoi je voulais renchérir pour dire que ce que Jacques dit, quand il parle de méconnaissance, je ne pense pas que ce soit forcément une méconnaissance, c'est du banditisme. Voilà. Ils connaissent les tests, ça se passe clairement dans la cité comme ça. Quand vous allez dans les différentes préfectures ou je sais pas à Dubreka ou à Koya, mais écoutez, on est dans une autre république. Ils font ce qu'ils veulent, mais ça se passe pas en général. En l'absence ou encore en l'absence du préfet de cette localité ou de ces différentes localités, ils sont en général informés et ça ne peut pas marcher. En général, ils savent aussi qui a vendu des parcelles 1, 2 ou 3 fois je suis d'accord avec toi. Ils sont informés. Quelque part, ils sont complices. Voilà, ils sont complices. Ils font rien. Je pense que ce n'est pas normal. Si vous êtes préfet également, c'est parce qu'on vous a donné un pan de la souveraineté de la République. Il faut aussi agir. S'il y a des gens qui sont responsables de ces faits, il faut les arrêter et qu'ils soient jugés en raison des faits qui leur sont reprochés. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que la situation est beaucoup plus complexe que vous sembliez, n'est-ce pas, la décrire. Vous décomplexez. Ce que Moussa disait tantôt est assez intéressant. Je pense que ce sont des réflexions sur lesquelles nous devons nous pencher. Aujourd'hui, à Koya, à Dubreka, on sait que les terrains ne coûtent pas cher comme à Conakry. Du coup, ceux qui ont des moyens vont à Koya et à Dubreka et payent les terrains pour les revendre plus tard 3 fois ou 4 fois le prix auquel ces terrains ont été. Mais c'est comme ça, c'est de l'immobilier, mon grand. Non, mais attention, le problème c'est quoi? Non, le problème c'est quoi? On parle là de... On parle là parce qu'il faut penser, n'est-ce pas? Les gars, non, oui. Tu es en train de te tuer là en direct. Non, on appelle ça de l'immobilier, mon grand. Non, je sais, c'est de l'immobilier. Mais Lamine, pense à ces gens-là qui ne peuvent pas s'offrir. J'ai pas dit le contraire. Non, mais Lamine. J'ai pas dit le contraire, mon grand. C'est une émission, nous sommes dans une émission qui défend aussi les pauvres, les démunis. C'est important. Pense aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir le luxe de payer un terrain à 1 milliard de francs guinéens. Il faut y penser. Je pense que le législateur doit penser à ça. Lamine, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez rien contre ça. Non. Voilà. Ne soyez pas dans une résignation fataliste. Le soldat d'Ibril. Il est en train de s'enfoncer. Non, ne sois pas dans une résignation fataliste. Pas du tout, mon grand. Deuxième chose, deuxième réflexion à laquelle je voudrais amener chacun d'entre nous. C'est le problème du comportement souvent indélicat
des chefs coutumiers. C'est vrai, c'est pas inscrit dans la loi, mais malheureusement, c'est une coutume. Ouais. On a l'impression que quand on achète un terrain quelque part, soit à Koya ou à Dubreka, pour avoir l'onction des chefs coutumiers, il faut leur donner quelque chose. Il faut les graisser les pattes. C'est devenu, comme par enchantement, une obligation. Je pense que, contrairement à ce que Ahmed dit, les préfets souvent ignorent tout ce qui se passe. Ah non? Non, mais oui, ils ignorent complètement ce qui se passe au niveau. Ils parlent en connaissance de cause. Non, oui, non. Moi je me suis rendu. J'ai failli être arnaqué à Dubreka il n'y a pas longtemps. Oui, mais il va faire semblant de ne pas savoir. Oui, clair. mais il va faire semblant de. Ahmed, il y a quand même le principe de bonne foi. Les préfets ne sont pas censés savoir tout. Il y a des détails qui leur échappent et c'est important de le souligner. Allez-y, Tamba. En fait, je veux dire à Djibril que cette histoire du foncier n'échappe pas vraiment aux administrations, en place aux administrations locales. Il y a pas mal d'exemples. Personnellement, au plan familial, j'ai vécu une telle situation où nous avons été en maille avec le préfet. Mais de l'autre côté, il y a un préfet de l'Abbé dont on évoquera certainement prochainement la situation. Il est cité dans une affaire rocambolesque, pour utiliser un terme comme Djibril, il aime mal faire, une affaire rocambolesque où il aurait revendu pas mal de parcelles qui ne lui appartenaient pas à d'autres personnes. Aujourd'hui, la situation est devant la justice. On sait de quoi est-ce qu'il est question. Nous reviendrons sur cette question-là. Mais je veux dire à Djibril que le monde n'est pas responsable de ta pauvreté. Si tu n'as pas l'argent pour acheter un terrain, lorsqu'il est situé dans une zone d'intérêt, lorsqu'un terrain est situé dans une zone d'intérêt, il coûte naturellement plus cher. Voilà. C'est ça sa valeur. Allez-y, mon cher. Je voudrais seulement dire que ce sur quoi il faut insister, c'est la méthode. Je crois qu'il faut veiller à ce que les terrains vendus aujourd'hui ne soient pas l'objet de conflits demain. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui explique tous les conflits aujourd'hui, ça parce que à un an, disons 5 ans avant nous, il y a des terrains qui ont été vendus et de la manière soit la plus opaque ou alors qui n'a pas répondu aux critères. Alors il faut éviter, et là il faut insister là-dessus, que les terrains qui soient vendus aujourd'hui ne fassent pas l'objet de conflits dans l'avenir. Lorsque vous amassez l'angle des propos de Djibril que vous ne comprenez pas, mon avis, c'est que lorsque vous amassez en tant qu'individu ayant une certaine assise financière énormément de terrain comme des cacahuètes, dans l'espoir de les revendre 2 ans ou 5 ans plus tard, lorsque cela est fait par plusieurs personnes, cela peut créer une crise. Et nous avons connu des pays qui ont traversé ce genre de crise. Je vais citer un exemple, les États-Unis. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention on ne dit pas que vous n'avez pas le droit d'user des billets de banque que vous avez en poche, non. Mais puisque les terrains ne sont pas comme des cacahuètes, je vous comprends. Bien. Puisque ce ne sont pas... Pour eux, d'accord. Bien. Voilà, donc il faudrait que l'État y veille. Ouais. Pas l'État gendarme, mais il faudrait que l'État y veille parce que les terrains dans notre pays, on sait que c'est quand même quelque chose de sensible. Les terres appartiennent à l'État. Et deuxième réflexion, il y a des pays qui pour mettre fin aux différents conflits domaniaux, ont mis en place un certain principe. C'est-à-dire que lorsque un certain nombre de principes, lorsque des domaines ne sont pas viabilisés par l'État, on ne peut pas, quel que soit le titre que l'on a, même si on est chef coutumier, on ne peut pas se permettre de revendre ces terrains à un autre individu. C'est pas possible. Et donc l'État devrait instaurer cela. Ça va contribuer à diminuer beaucoup de conflits. Parce que là où tu achetais ton terrain, monsieur Tambad Milimono, 5 ans plus tard, lorsque tu voudras construire, que Conakry se serait bien développé et qu'il y aurait des routes du côté de Dubreka, on va passer sur ton terrain, tu diras mais j'ai toute la documentation. L'État dira mais c'est un domaine qui a été réservé, c'est parce qu'il n'a pas été viabilisé à temps que tu n'as pas su que c'est un domaine par exemple réservé de l'État. Il faudrait qu'on interdise la vente des terrains de façon sauvage lorsque le domaine n'est pas viabilisé. Voilà. C'est pas appliqué alors. Merci beaucoup. 2 ans, jour pour jour, Ahmed Camara. Voilà, toujours pas, en tout cas, d'enquête. Peut-être il y a une enquête en ce qui concerne Mohamed Gussen. 25 novembre, ça fait 2 ans aujourd'hui. Voilà, il a été assassiné. Toujours pas de nouvelles, mon cher ami. Je ne sais pas si de ce côté Tamba, je l'ai demandé ce matin de se rapprocher un petit peu des services
plus compétente pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Il n'y a rien à comprendre. Tout simplement, c'est que... Si, non, écoutez. La famille souffre. Non, bien évidemment, je sais que... Non, je veux dire tout simplement que ce que Tamba doit aller chercher, il comprendra rien. Pourquoi c'est ce que ça? Non, mais c'est clair. Parce que tout simplement, ils sont assis, ils ne mènent pas d'enquête, ils font rien. En longueur de journée, il y a des dérapages ici, tout simplement parce qu'ils ne mènent pas d'enquête aujourd'hui. Les flics sont là, mais rien. Je pense que ce n'est pas normal. Quand des citoyens sont tués dans ce genre de conditions, il faut dire pourquoi est-ce qu'ils ont été tués. C'est important. En longueur de journée, les Guinéens se font tirer là-dessus ici. Il y a moins de 2 semaines, un citoyen s'est fait tirer 3 balles. 3 balles du côté de Somfonia. Aujourd'hui, il se trouve du côté de Dakar parce qu'il a été évacué de ce côté. Je pense que ce n'est pas normal. Nous sommes dans une république. Les flics, vous êtes là, c'est aussi pour nous dire, en général, quand il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais on ne nous dit rien, et pendant plus de 2 ans, la famille est là, la famille ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pas normal. Il faut également réveiller les démons, et nous allons réveiller les démons pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passy. Allez-y, Moussa. Oui, vous vous rappelez que vous allez vous souvenir certainement de la communication du directeur de la sécurité urbaine, je pense, c'est son titre ici, dans ce studio, qui a dit qu'ils avaient traqué le présumé auteur de l'assassinat de Gussen jusqu'au du côté de la Sierra Leone et que selon un calcul qui serait mal passé, il a pris la fuite. Ça veut dire qu'il y a quand même des actions à mettre camarade qui sont entreprises. Maintenant, ces actions, il a fui, oui, parce que les renseignements, c'est cela les renseignements. Vous ne savez jamais où le tueur peut être crevé. Et quand il y a une petite fuite, mon ami, prenez l'exemple du côté de la Belgique. On cherche un individu depuis combien de temps avec tout l'armada de techniques, de technologies que l'Europe a. On n'arrive pas à trouver ce présumé terroriste qui est toujours en fuite. Donc, c'est pas facile aussi pour nos autres services de sécurité qui sont à l'état embryonnaire ici. Ils n'ont même pas de matériel de reconnaissance de certaines traces sur une scène de crime. C'est pas traquer un individu de façon moderne qu'ils peuvent le faire. Alors, l'autre réflexion qu'on peut apporter à ce niveau, c'est que la police et la gendarmerie, ils attrapent 2 fois des personnes sur lesquelles pèsent de forts soupçons de crimes, d'assassinat. Mais ces personnes sont gardées comme dans un coffre-fort. C'est comme il s'agissait d'un tableau décoratif du côté de la maison d'arrêt, de la maison centrale. On ne fait rien pour que très vite les jugements soient établis. Kassé m'a confié un offre, j'espère qu'il pourra le reconnaître de façon officielle. Non, je vous l'ai dit clairement, ce n'est pas une information confidentielle à mon avis. Il dit que le responsable, les présumés coupables de l'assassinat de Diaoné ont été arrêtés, également de Madame Barre ont été arrêtés. Je ne sais pas si ces présumés responsables de ces différents assassinats sont arrêtés depuis maintenant près d'un an. Je ne sais pas pourquoi, pour des crimes aussi graves, il serait jusqu'à présent en prison sans être jugé. Je me demande comment ça fonctionne à ce niveau. Et c'est ce qui donne des fois lui a des dérapages comme celui que nous avons connu de cette tentative d'évasion que nous avons connue du côté de la maison centrale. On ne peut pas dire aux services de sécurité, allez-y, traquez-les au risque de vos vies lorsqu'ils le font et que ces mêmes services de sécurité constatent qu'au niveau des gardes pénitentiaires, on assiste à un certain business à la porte. C'est pas normal, ça décourage. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, je pense que cette question interpelle à la fois les services de sécurité et le ministère de la Justice. Mais je crois que ce n'est pas une excuse de dire que la police est à l'état embryonnaire en Guinée et qu'elle ne devrait pas se bouger pour un certain nombre d'éléments. Je crois que nous avons déjà les grandes gueules. Et il serait intéressant qu'à ce stade que la police puisse demander ce qu'elle a besoin pour pouvoir faire convenablement son travail. Parce que, au moins l'état des lieux, parce que cette famille souffre aujourd'hui. Je pense à cette famille-là. Quand on prend Mme Boireau, on prend Gussen, entre autres. Nous avons un cas ici aujourd'hui à Espace, en ce qui concerne Chérif Diallo. On peine encore à déterminer dans quelles circonstances ou qu'est-ce qui a vraiment emporté, s'il serait emporté, bien naturellement. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la police puisse dire exactement à l'État dans quelles conditions elle voudrait qu'elle travaille. Mais elle ne peut pas continuer à travailler. Quand elle est interpellée par les citoyens, elle dit « nous n'avons pas de moyens » alors qu'on a déjà mis assez d'années. Et c'est encore l'occasion d'interpeller le ministère de la Justice. Je pense que ceux qui sont arrêtés, sur qui pèsent des soupçons, doivent pouvoir bénéficier d'un procès pour qu'on sache s'ils sont coupables de quelque chose. Mais les gens ne peuvent pas continuer à croupir en prison. Et puis,
le citoyen lambda va penser que ceux qui sont effectivement à la maison centrale sont coupables de l'assassinat de Gussen. C'est Cassé qui le dit. Il faut attendre qu'un juge puisse travailler sur le dossier et qu'on puisse savoir vraiment que les gens là sont coupables et que la famille soit enfin un peu soulagée. Situé surtout, allez-y. Moi, j'ai envie de poser la question, peut-être qu'elle ne va pas plaire à un certain nombre de personnes. Mais je veux quand même me dire, est-ce que c'est vraiment leur priorité de protéger le citoyen guinéen? La question, elle peut se poser aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'assassinats, jusqu'à en venir à tuer un ministre. Il y a eu ces cas que tous nous avons évoqués. Mais au-delà de cela, depuis ce moment jusqu'à ce jour, il y a encore des assassinats qui continuent. Dernièrement, c'était du côté de l'université, l'Institut supérieur des sciences, de la communication et de l'information, du côté de Kountia. C'est un jeune qu'on a froidement assassiné, qui a été abandonné là. On nous apprend encore qu'il y a un jeune qui a assassiné sa copine parce que simplement elle l'a trahi. Aujourd'hui, il faut quand même avoir ce courage d'aller se poser la question de savoir s'ils veulent vraiment nous protéger. Nous étions sur l'enquête avec Chérif Diallo. Lorsqu'il y a eu ces éléments d'appel dont on a parlé, j'ai rencontré un des responsables dont je tairai le nom ici. Je l'ai rencontré et qu'est-ce qu'il nous dit ? Écoute, nous avons reçu un appel du côté de Touba. Quelqu'un nous a appelé pour dire que Chérif Diallo est là-bas. Et ensuite, je lui demande les grandes gueules. La réponse, elle est ahurissante. Il dit simplement, écoute, on n'avait pas les moyens, pas de carburant pour y aller. C'est vrai, ce problème de moyens, il existe. Mais encore faut-il se convaincre à la vérité que parfois, il faut un minimum. Il y a une différence entre absence de résultats et manque de résultats. Là où nous sommes, c'est une absence de résultats. On dit qu'il y a eu des enquêtes, mais qu'est-ce qui le prouve? Et quand Moussa Moïse dit qu'il y a eu des éléments qui ont déjà été arrêtés, notamment dans les assassinats de Mme Boiro et autres, à quoi ça sert la dissuasion? Ce qu'on veut en arrêtant des gens, c'est dissuader le crime. Mais vous les prenez, vous les cachez. Comment est-ce que d'autres vont être dissuadés? Je ne comprends pas ce flou qui me rappelle le travail des marabouts. Et je compare cette police-là à des marabouts qui sont dans leurs besoins et on comprend. Allez-y, Djibril. Je voudrais élargir la question. C'est vrai, on parle d'assassinats. Les grandes gueules. Mais parlons aussi des personnes qui ont été assassinées dans l'anonymat et sur lesquelles on n'a pas encore fait la lumière. Les services de sécurité dont vous parlez ont eux-mêmes été victimes d'assassinats. Souvenez-vous du commissaire Pascal qui a été assassiné pas loin de l'université de Sonfonia. Souvenez-vous de ce policier qui assurait la sécurité de l'actuel directeur général de la police qui a été tué au domicile même du directeur général de la police. Je pense que globalement, la politique sécuritaire du gouvernement est aujourd'hui à remettre en cause. Je veux bien comprendre Tamba quand il pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui la mission fondamentale des services de sécurité, c'est d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. On peut se poser cette question. Mais à la décharge des services de sécurité, il y a ce sempiternel problème de moyens dont il faut parler. Parce que là, non mais là, Ahmed, ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité. On ne peut pas quand même les grandes gueules. Cela. La police, pour qu'elle enregistre des résultats, elle a besoin de moyens pour identifier le corps de quelqu'un qui a été assassiné depuis des jours. Il faut qu'on envoie des échantillons de son corps en France et attendre des mois pour avoir les résultats. Combien de médecins légistes nous avons sur place? Nous n'avons qu'un seul médecin légiste pour toute la République. Comment voulez-vous demander à des services de sécurité, dans ces circonstances, d'enregistrer des résultats à la hauteur des attentes? Je suis désolé, aujourd'hui, les enjeux sécuritaires dépassent de loin les capacités des services de sécurité. Merci beaucoup, Djibril. Ne pleurez pas pour ça, mon camarade. Allez-y. Je veux dire au président de la République, s'il a envie de réussir ce pari de la sécurité en Guinée, ce qu'il doit faire, c'est d'exploser ces lobbies qui sont dans ces différents ministères ou encore surtout au ministère de la Sécurité. Oui, s'il vous plaît, il y a des lobbies. Tant que ces lobbies existent, il n'y aura pas de sécurité en Guinée. Donc, changer de ministre, ça ne sert à rien. En fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tant qu'ils sont là, ça ne sert à rien, ça ne changera pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis à la disposition du ministère de l'Intérieur? Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Vous pensez qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis à leur disposition pour la formation? Oui. S'il vous plaît. Vous pensez qu'il n'y a pas de moyens qu'on met à leur disposition chaque année pour la formation des agents? Si, c'est fait. Vous pensez que les tenues, les moyens ne sont pas mis à disposition? Les équipements, vous pensez que ce n'est pas payé? Où vont ces sous?
Justement, c'est la question qu'il faut poser. Si je vous dis aujourd'hui, on peut compter au bout du doigt les menottes que nos éléments de gendarmerie et de police ont. On peut compter. Oui, ils en ont pas. Je vous explique un peu. Si vous voyez au niveau de la prison centrale qu'il y a eu des échauffourées, il y a eu des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas su maîtriser ces bandits. Pourquoi ils n'ont pas su les maîtriser? Vous dites à des bandits de gros bonnets dans le banditisme, vous leur dites asseyez-vous là-bas. Non, ça ne marche pas. Il faut les menotter, il faut les mettre au respect. On n'avait même pas de menottes pour les mettre au respect. Ça explique aussi la zizanie qu'on a enregistrée de ce côté. Ceux qui veulent me lancer le défi, alors qu'ils me disent depuis 2007, on a été équipé en menottes, on n'a plus été équipé. Et il y a eu combien d'équipes qui se sont succédées? Il y a eu combien d'agents qui sont revenus? En général, quand on envoie des équipements, même si le mec il va à la retraite, ben, il va avec ses menottes. Le défi, il ne dépose plus. Le défi est lancé ainsi. Bafoué nous écoute en ce moment. Bienvenue. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On va revenir dans un instant. Évidemment, on s'intéresse à l'UFDG ce matin. Docteur Fodéoussou nous attend là. Quelle est l'opportunité des états généraux de l'opposition guinéenne? C'est la question posée par Tamba ce matin. Le statut du chef de file de l'opposition, une farce. On s'intéresse là-dessus et d'autres sujets évidemment abordés dans cette émission. Une petite pause de 3 minutes et on revient. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez du côté de Zérékoré. On va essayer de faire lecture de quelques messages dans un instant. Mais d'abord, on va partir du côté de l'UFDG. Dr Fodéoussou Fofana, vice-président de l'UFDG. C'est 2 questions ce matin. Quelle est l'opportunité des états généraux de l'opposition guinéenne? Le statut du chef de l'opposition, une farce. Tamba, il ose, hein, franchement. Allez, on va s'intéresser là-dessus dans un instant. Là-dessus, on va essayer de faire lecture de quelques messages en direct dans l'émission. Mais d'abord, aussi à rappeler aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, quelques perturbations au niveau de la SEG, Ahmed Camara. Peut-être quelques précisions là-dessus, mon grand. Mais bien évidemment, il faut signaler qu'il y a des communes qui seront donc perturbées en matière de distribution d'eau. Et je crois que vous avez le communiqué. On va essayer de revenir sur le nom de ces différentes zones au niveau donc de Conakry. Il faut signaler donc que la direction générale de la Société des eaux de Guinée informe son aimable clientèle que dans le cadre de la sécurisation de la conduite PRV diamètre 1100 mm, elle entreprendra donc en rapport avec la coopération japonaise JICA des travaux de pose de bypass entre les conduites DN 700 mm en acier et DN 1100 mm en fonte. Donc du côté de Dapompa et Anta, il faut signaler donc que Kaloum, Dixine, Matam, Matoto et Ratoma connaîtront donc une perturbation dans la desserte en eau potable pour les journées du mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015. Voilà. La direction s'excuse donc. Voilà, on va continuer là-dessus dans un instant. Mais d'abord, on s'intéresse aux auditeurs avec ces messages. Bonjour, c'est Yaya Baguissa. La sécurité, c'est dans la bouche, c'est pas dans les actes. L'autorité guinéenne n'est pas prête d'abord. Voilà, il le dit si bien ce matin. On a cet autre message. Bonjour Lamine, dites à Fodéoussou que l'avenir est au bout de je ne sais pas. Voilà. DTS, bonjour les grandes gueules. À quoi servent les différents barrages qu'est-ce qu'il raconte de Conakry? Voilà, hier Tamba l'a évoqué. Je pense que parce que cette émission c'est en simultané aussi avec la télé, donc c'est un peu compliqué. On va continuer. Moussa Moïsila, on parle de prévention du terrorisme. Hier le président Condé était sur Riba Sorel Camara. C'est cela. Oui. Allez, on part au gouvernorat. Forcément. Allez-y, Djibril là. Vous n'êtes pas chargé de commettre là-dessus, mais bon, je sais que voilà. Allez-y. Allez, Moussa. Allez-y, Djibril là. Bien. C'est lui qu'on a envoyé sur le terrain. Il aime chambrer, c'est son attitude. Ouais, c'est cela. Ouais. Allez. Alors hier, le président de la République s'est rendu au gouvernorat pour y rencontrer les différents chefs de quartier des 5 communes de la capitale. Fait rare quand même parce que c'est pas souvent le cas quand un président de la République se déplace pour se rendre au gouvernorat. Le dernier président à l'avoir fait, mais il n'avait pas franchi. Et il faut le noter, le portail du gouvernorat, c'était
c'était le feu général Lansana Conté. C'était il y a une dizaine d'années. Alors hier, le chef de l'État... Mais l'opportunité, c'est quoi exactement? Oui, l'opportunité, effectivement, voilà. Puisque le chef de l'État a rencontré les chefs de quartier qui relèvent bien évidemment du gouvernorat de la ville de Conakry. Et c'est le gouverneur qui a facilité cette rencontre. Le président a saisi l'occasion pour évoquer un certain nombre de questions. Vous savez qu'il y a une obsession sécuritaire qui s'est emparée des populations eu égard à la multiplication des attentats dans les pays voisins. Alors le président a voulu s'appuyer sur les chefs de quartier pour lutter contre ce fléau qui pourrait ronger bien des pays. Alors le président a demandé aux chefs de quartier de recenser les étrangers qui viennent dans leurs circonscriptions respectives et de remonter les informations au niveau de la hiérarchie afin qu'on puisse savoir l'identité et le personnage des étrangers. Loin de bien évidemment... Il n'y a pas de risque avec ça? Non, franchement, en tout cas, parce que là, on évoquait il y a quelques semaines ici, Moussa Moïsi, là, le cadre, c'est nigérien, là. On n'aime pas ta tête, on te dénonce, on dit, ouais, c'est un terroriste et tout ce qu'il y a autour. Oui, non, mais non. Oui, mais c'est vrai, important. Vous délation et tout ça. Vous posez cette question, et c'est une question qui est légitime parce que cela peut donner lieu à un tour de vie sécuritaire. J'ai l'impression que le président aime tout ce qui est populisme. C'est pas trop. Oui, mais cette fois-ci, hier, on a entendu un président qui semblait totalement déconnecté des discours anciens. On a eu l'impression qu'il s'agissait d'un virage à 360 degrés. Quand un président demande au chef de quartier de remonter toutes les informations relatives aux étrangers qui entrent et sortent de leur quartier afin que les autorités puissent savoir quel est le personnage de chaque étranger. C'est vrai, c'est une mesure qui comporte des risques parce qu'il y a des chefs de quartier zélés qui peuvent, par exemple, remonter des informations erronées sur certains étrangers et leur attirer ainsi des ennuis. Il y a aussi la question du voile. Là aussi, le président s'est voulu clair. Le président s'est voulu clair sur la question du voile. Il a dit et soutenu qu'il n'interdit pas le port intégral du voile, mais qu'il plaide pour que on porte le voile pas de manière intégrale, parce que le voile intégral pourrait... Tu te contredis là, mon grand. Non, je ne me contredis pas. C'est lui qui se contredit. Voilà, les grandes gueules. Qu'on porte le voile, mais pas de manière intégrale parce qu'il a... Donc le voile modéré. Voilà. Il y a la burqa, il y a le voile ordinaire. Il souhaiterait que l'on fasse comme dans d'autres pays parce que le voile intégral, on ne sait pas quand tu portes le voile intégral, on ne sait pas si tu es homme, si tu es femme, et on ne sait pas non plus ce que tu pourrais cacher. D'ailleurs, je citais hier dans cette même émission l'exemple du Tchad où le port du voile intégral a été interdit. Alors le président a demandé aux chefs de quartier de communiquer avec les populations afin qu'elles ne portent pas le voile intégral. Le président s'est aussi intéressé au discours fondamentaliste que certains musulmans tiennent dans les mosquées. Et le président a demandé aux chefs de quartier de remonter les informations relatives justement à ces agissements au niveau des autorités pour que les autorités puissent Merci, le cas échéant intervenir. Allez-y. Écoutez, je pense que sur la première mesure, le président ne fait pas de l'excès. Ce qu'il demande, c'est ce qui se fait ailleurs. Il faut pouvoir maîtriser la population. Il faut donc en avoir le nombre pour pouvoir la maîtriser. Pour chaque quartier, c'est comme ça. Finalement, je suis d'accord avec Ahmed Camara parce qu'on appelle service dans ce sens-là. Si on fait appel un petit peu je vais en venir, Lamine. Voilà. Je vais en venir. Tu peux être dans un quartier, le chef de quartier ne t'aime pas. Ceux à qui on a demandé cela, c'est aux responsables de quartier. Oui. Les responsables de quartier ont des chefs de secteur. Et tu vas voir, il y a même des chefs de secteur qui vont se mettre un petit peu dans la danse. Mais on ne leur demande pas, on ne leur demande pas de dire ce qu'ils pensent de tel ou de tel. On leur a dit, dites-nous qui entre chez vous, dites-nous qui sort de chez vous. Je pense que ça, c'est important. C'est une maîtrise des effectifs pour chaque circonscription. Je vais en venir. Ahmed, tu auras le temps. Ahmed aura le temps d'intervenir. S'il vous plaît, je vais vous laisser continuer. Les grandes gueules. Nos frontières servent à quoi?
Nos frontières servent à quoi exactement? C'est là-bas on doit maîtriser d'abord qui rentre, qui sort. Je ne pense pas que ce soit... Donc ça veut dire qu'on ne sait pas qui rentre chez nous et on veut demander maintenant au chef de quartier de faire le rôle de la police pour dire non, écoutez, s'il vous plaît, je pense qu'ils peuvent avoir quand même, s'il vous plaît, ils peuvent avoir un œil quand même de toutes les façons sur le mouvement dans le quartier. Je ne suis pas contre. Il y a des mouvements quand même qu'on peut trouver parfois suspects et dès que c'est suspect, on peut faire appel aux forces de sécurité. Mais chacun doit jouer son rôle. Ouais. Il n'est pas là pour surveiller. Vous avez des visiteurs qui ne rentrent que la nuit, qui ne sortent que très tôt le matin pendant que le chef de quartier est en train de dormir. Je pense que ce n'est pas la solution. Il faut renforcer. Comme nous. Il faut renforcer nos barrages. Il faut renforcer le contrôle. C'est important. On peut faire le contrôle parfois. En Guinée, vous n'avez pas de carte d'identité. Vous n'en avez pas. C'est pas normal. C'est vrai. Allez-y, mon cher Jacques. Je crains que le président de la République n'atteigne son objectif avec la mesure. Aujourd'hui, dans les quartiers à Conakry, vous pouvez ne pas loger, par exemple, à Anta et si vous voulez pouvoir... Parce que le citoyen guinéen ne s'identifie ou vient se présenter au niveau du chef de quartier que lorsqu'il a besoin d'un certificat de résidence. Et vous pouvez ne pas être d'Anta et d'aller voir le chef de quartier. Il suffit de lui donner de l'argent pour avoir ce certificat. Je me demande comment le chef de quartier pourra controller tous ces mouvements. Mais justement, moi j'habite un quartier, ça fait 8 ans, je ne connais même pas le nom. Mais non, Lamine, non. T'es un mauvais citoyen, c'est tout. Non, mais écoutez. Tu connais ton chef de quartier? Oui, en effet, moi je le connais. Je ne connais pas son nom, mais je connais son domicile. Écoutez, Lamine, je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce qu'on demande à un député comme Ousmane Gawal Diallo, chaque fois à l'intérieur de ce studio, Gawal compte combien d'habitants? Il vous en donne le chiffre. Et c'est très... Non, vous allez comprendre où je vais. Sur le nombre de Guinéens que vous avez, c'est aussi important de savoir, vous avez combien d'étrangers dans votre localité. Cela est tout à fait normal. On ne leur demande pas de faire un autre travail que le leur. C'est leur travail en fait de maîtriser les effectifs dans leur localité. J'ai très peur pour toi, Tamba. Je n'ai pas fini. Que dans quelques jours encore, tu vas te dédire dans ce sujet. Non, je ne vais pas me dédire sur cette question. Tu verras. Parce que justement, les chefs de quartier ont cette obligation-là. Moi, je veux parler d'autre chose. On a vu le président, en effet, aujourd'hui, le président, c'est la tête pensante de ce gouvernement-là. Il y a une question centrale qui touche tout l'État guinéen, c'est celui de la sécurité. Mais on ne voit pas de ministre de sécurité, d'ailleurs qu'on l'ait déjà dégommé. Mais attention, il y a un ministre qui assure, Kabele Camara, qui continue qui va assumer l'intérim. Ça, c'est une chose. Mais vous allez voir que partout, c'est Alpha Condé qui pense tout et qui suggère tout. Ça, j'ai envie de dire, notre gouvernorat, il va nous servir à quoi finalement? Ces départements nous servent à quoi? À être payés? Bien. Non mais logiquement, il faut des propositions qui proviennent de ces départements-là. Mais si Alpha Condé est celui qui se déplace, qui va dire, faites ceci, réfléchissez au port du voile intégral, réfléchissez à ci et à cela, finalement on se dit, mais il faut les dégommer et laisser Alpha Condé faire tout seul ce travail éléphantesque, ce travail gargantuesque. Samba, mets un peu d'eau dans ton vin. Allez-y, Moussa Moïsi, là. On a un super président. Les grandes gueules. On a un super président, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais moi, ce que j'aimerais dire... Hyper actif. Le danger, le côté qui pourrait être un peu dangereux dans Mon frère n'a pas le choix. Du chef de l'État, c'est qu'en demandant à ces chefs de quartier de jouer un peu à la police, à la vigilance, si vous n'aimez pas l'expression à la police, c'est que ça va donner lieu à une chaîne de suspicion dans les quartiers. C'est clair. Parce que les citoyens, si au moins l'obligation était, des injonctions étaient données aux chefs de quartier de dire à chaque citoyen de sa localité de venir, de venir prendre des certificats de résidence, au moins ça aurait pu, s'il n'y avait pas un business social autour de ces certificats de résidence, ça aurait permis de mettre en place un certain registre pour savoir il y a combien de Guinéens dans le quartier, il y a combien d'étrangers. Mais ce n'est pas une obligation. Nous sommes dans les quartiers, beaucoup d'entre nous n'ont pas de certificat de résidence. Du tout. En demandant au chef de quartier de le faire, lui à son tour demandera à d'autres personnes de le faire. Ben oui. Et ça va créer une chaîne. Et cette chaîne va se mettre à bouger, ça va créer des suspicions. Je pense que il y a ce qu'on appelle dans la sécurité intérieure d'un État, il y a les services de renseignement qui travaillent. C'est une masse silencieuse. Est-ce que ça fonctionne, Moussa? Ça fonctionne chez nous ici. Ça dépend. Oui, quand il s'agit de demander, quand il s'agit de les services de renseignement, de nous filer, de nous mettre sur écoute, ils sont entre autres actifs en Guinée. Bien. Demandez à Baba, il va vous le dire. Je sais de quoi tu parles. Ils sont très actifs en Guinée et pour savoir quand même le bord politique des gens. Ils ont même des recrues au sein de la presse. Bien. C'est pour vous
vous dire que ça travaille. Bien. Et puisque ça travaille, ce sont à ces services-là, cette masse silencieuse, qui doit veiller à ce que les services de sécurité puissent avoir les informations qu'il faut en matière de mouvement des étrangers. Mais encore une fois, ne mélangeons pas les choses. Le président de la République, si je m'en tiens aux propos de Djibril, n'a pas donné d'injonction pour interdire le port intégral du voile. Ouais. Il n'a pas donné d'injonction à cela. Donc, on n'a pas envie d'avoir à regarder des excès dans les quartiers et autres, parce qu'il ne faut pas confondre la pratique, une certaine pratique religieuse liée au port de pantalons coupés, aux barbes qui poussent. C'est une pratique religieuse aussi. On ne peut pas l'interdire. Tu donnes l'exemple du Tchad qui a interdit le voile intégral. Ce n'est pas interdit dans d'autres grandes démocraties comme les États-Unis. Donc, c'est un... Merci beaucoup. Non, c'est un exemple qu'il faut faire. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Il faut faire attention. Merci beaucoup. Je vais dire à ceux qui ne connaissent pas la religion que cette personne aille apprendre la religion. Ouais. Même la question du port intégral du voile, c'est pourquoi je suis d'accord avec le président de la République. Il a été prudent, mais il faut poser le débat et dire clairement ce qui doit se passer. Je ne suis pas d'accord, par exemple, j'en ai vu, oui, dans certains pays où des gens ont couvert complètement tout le corps d'un boubou noir et après, il y avait des armes en bas. Oui, en Afrique, ça s'est déjà fait. Je ne suis pas contre ceux qui veulent pratiquer leur religion de la sorte, mais si ça doit nous mettre en danger, je ne suis pas d'accord. Je veux dire à ceux qui pensent que je suis contre ceci ou cela, je ne suis pas contre ceci ou cela. Je connais cette religion et je sais ce que dit cette religion en matière de protection de la femme. Voilà, Ahmed Kamara. Allez, on revient dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.